Pendant que les Ivoiriens attendaient que le Conseil constitutionnel leur donne le résultat définitif, tout le monde entier est inondé de la voix de quelqu'un qui n'est plus légitime à annoncer des résultats. Et au nom de la commission dont il représente et dans le QG de M. Ouattara. Mais enfin, à partir de là, on aurait pu dire que c'est du pipeau. Non. Monsieur Nicolas Sarkozy dit c'est Ouattara qui a gagné. Monsieur Obama dit c'est Ouattara qui a gagné. L'Union européenne dit c'est Ouattara qui a gagné. Et même les présidents africains, c'est ça qui m'a sidéré. Même la CEDEAO, même l'UA, tous, au départ, qui étaient vindicatifs par rapport à ce que... Ils sont tous venus à Abidjan, hein, madame. Ils sont venus voir la vérité. Puisqu'il y avait des preuves que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais quand ils sont tous retournés, avec pour la première fois la visite d'une réunion de l'Union africaine, avec comme invité spécial M. Nicolas Sarkozy. Mais enfin... Et tout le monde s'est accordé à dire, c'est M. Ouattara qui a gagné. Et madame, et c'est ça qu'on a retenu. On dit, M. Gbagbo a perdu les élections, il refuse de partir. Il faut attaquer. Pendant que M. Gbagbo dit, je suis prêt à partir, récomptons les voix. Mais madame, dans tous les pays où il y a eu des élections, où il y a eu des contentieux, on a récompté les voix. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on dénie ce droit de récomptage? M. Ban Ki-moon qui vient à l'Union, à l'UA en Éthiopie pour dire que si on récomptait les voix, c'était une honte. Mais enfin, le même Ban Ki-moon en Haïti a demandé le récomptage des voix et il y a eu récomptage des voix. Le même Ban Ki-moon en Afghanistan a demandé le récomptage des voix et il y a eu récomptage des voix. Madame, aux États-Unis, Al Gore, Bush, il y a eu un contentieux électoral, il y a eu récomptage des voix. Mais madame, au nom de quoi on peut refuser à la Côte d'Ivoire un récomptage des voix et on préfère la guerre qu'un récomptage des voix? Comment vous pouvez expliquer ça? C'est pourquoi je dis, étant en possession de toutes mes facultés, je ne peux accepter qu'on puisse me dire à moi que c'est M. Ouattara qui a gagné les élections. Parce que pour moi, les choses étaient tellement normales et claires qu'on ne peut pas me dire, mes yeux voyant du noir, du blanc, que mes yeux sont en train de voir du rouge. Parce que je suis en possession de toutes mes facultés. Vous comprenez? C'est pour ça que je reviens encore pour dire qu'on a fait le choix de la guerre. Là où Gbagbo ne demandait que... Il a même lancé un appel, madame, à tous les Européens, à la communauté internationale, d'amener des représentants en Côte d'Ivoire pour qu'eux-mêmes se mettent à faire le recomptage des voix. Madame, on a refusé. Si ce n'est pas un complot mis en place par la communauté internationale, dites-moi comment ça s'appelle. On a préféré la guerre. On a préféré avec l'armée de M. Ouattara. Parce qu'il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a un candidat qui s'appelle M. Ouattara qui avait une armée. Qui avait une armée. Vous avez vu ça où dans le monde entier? Un candidat qui a une armée. Et un candidat dont l'armée a bouclé tout le nord du pays dont lui vient. Où personne d'autre n'a le droit de voter que lui. Et ça, ni l'ONU, ni la communauté internationale ne l'a condamné. Je rappelle que l'Union européenne était au nord. Ils ont été tous molestés. Les images sont là. Mais tous ces représentants de l'Union européenne, quand ils sont venus, dès qu'ils sont arrivés à Abidjan net, ils ont tous pris leur vol pour partir. Et non, rien dit. Bouche cousue. Alors, on ne peut pas me dire à moi que c'est M. Ouattara. La preuve, ils ont attaqué Abidjan, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Pour un contentieux électoral, on amène des avions, on largue des bombes sur des sites civils. M. Laurent Gbagbo est avec sa famille dans la résidence.
ses petits-enfants, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs. On a largué près de 9000 tonnes de bombes. Madame, on a bombardé des sites civils, on a tué des innocents pour des élections. Simplement parce qu'on voulait placer quelqu'un qui pouvait faire, eux, leur affaire. On a tué des gens inutilement. Vous comprenez? Alors que depuis le début, on ne pouvait qu'éviter ça et c'est ce que Laurent Gbagbo demandait. Il dit que je ne partirai pas de là parce que je ne veux pas abandonner mon peuple. Ils l'ont bombardé. Et aujourd'hui, on pousse l'outrecuidance des personnes qui ont déclaré la guerre, qui sont aujourd'hui, eux, des victimes. Et celui qui se battait pour la paix est déporté à la CPI. Madame, je me suis demandé si celle qu'on appelle la communauté internationale, est-ce qu'elle marche sur ses pieds ou elle marche sur sa tête? Je me repose la question parce que depuis que moi je suis à l'école, j'ai toujours eu cette idée noble que la communauté internationale qu'on appelle pompeusement communauté internationale, les États-Unis, la France, c'était des pays de droit, de trucs qui ne pouvaient pas. Je n'ai jamais pensé un seul instant que M. Nicolas Sarkozy pouvait pousser l'outrecuidance à aller donner l'ordre à l'armée française de larguer des bombes sur mon peuple, dans mon pays. Détruire des villages entiers. Des milliers de morts. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il y a encore des morts dans mon pays. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Et je suis étonné du mutisme de la presse internationale qui était très prompte quand Gbagbo tousse un peu pour que tout le monde entier le sache. Qui était prompte à casser du Gbagbo. Qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays, les morts, les milliers de morts que font les FRC. Mais madame, rien de tout cela n'intéresse la communauté internationale. Tant que M. Ouattara peut tuer comme il veut, il peut emprisonner comme il veut, il peut chasser, il peut poursuivre les gens à l'extérieur, il peut tuer comme il veut. Ça, c'est normal. On peut déporter M. Gbagbo à La Haye et l'accuser de tous les crimes. Alors qu'ils savent très bien, madame, ils le savent très bien, que Gbagbo n'a jamais déclenché une guerre, que Gbagbo n'a jamais lancé une offensive contre tel ou tel. La preuve, on me parle aujourd'hui de la CPI d'un... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que c'est un coauteur indirect, mais enfin. Madame, s'il y a un coauteur, c'est qu'il y a des auteurs. Mais enfin, on arrête quelqu'un. Et maintenant, on cherche les preuves. Et on dit que c'est un coauteur indirect. Mais on aurait dû arrêter les auteurs d'abord, avant de venir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les auteurs doivent être là. Mais ceux qui ont commis des crimes ont été récompensés. C'est en cela que je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça en Afrique. Et Gbagbo me rappelle tous ces leaders africains, madame, depuis Samori Touré, depuis Soundiata Keïta, depuis, que sais-je encore de leaders, depuis le roi d'Abomey, tous ces fils de l'Afrique qui ont voulu rendre service à l'Afrique, qui ont voulu se battre pour leur peuple, ils ont été tous tués ou emprisonnés, déportés. Depuis l'histoire, j'étais petit moi, madame, et on me donnait des livres d'histoire où on me faisait croire que les Samori étaient des sanguinaires. Et puis aujourd'hui, grand que je suis, étudiant j'ai été, je me suis rendu compte qu'en fait, notre histoire doit être racontée un jour par nous-mêmes, nous les Africains. Nous devons raconter notre histoire parce que personne ne viendra faire notre histoire. Parce que tant qu'on laissera notre histoire aux autres, ils nous diront ce qui est bon pour eux. Ils nous feront croire que l'esclavage était bon pour nous. Ils nous feront croire que les Samori Touré étaient des sanguinaires. Mais tant que nous, jeunes Africains, tant que nous, Africains, nous ne prenons pas conscience que c'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons nous lever comme Laurent Gbagbo, comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara, pour défendre
les peuples africains, l'Afrique restera toujours là où nous sommes. Parce que si aujourd'hui on parle de déportation, madame, cela date de près de 100 ans, 50 ans. Les colonisateurs ont tous déporté ces leaders qui défendent l'Afrique. C'est en cela que je reconnais Laurent Gbagbo comme un leader africain qui se bat pour son peuple, qui s'est battu pour son peuple et qui continue à se battre pour son peuple parce que son peuple est en phase avec lui. Et cette jeunesse africaine aujourd'hui, Laurent Gbagbo a ouvert ses yeux. Mais madame, vous ne pouvez pas être chez vous, dans votre salon, et puis voir les images du 11 avril, et puis rester insensible. Non. Laurent Gbagbo a réveillé nos consciences. Laurent Gbagbo a amené M. Nicolas Sarkozy et l'armée française à se découvrir, parce qu'en Afrique, tous les présidents sont faits et défaits par l'Élysée. Tous les présidents africains sont faits et défaits. Tous les coups d'État sont faits et défaits par l'Élysée. Vous comprenez? Et Laurent Gbagbo, en restant dans sa résidence jusqu'à ce qu'on vienne le chercher, il a voulu démontrer aux yeux du monde entier ceux qui en fait étaient les vrais commanditaires des guerres en Afrique de l'Ouest. Et ils sont sortis. Et ils se sont dévoilés. Ils se sont fait voir par le monde entier qu'en fait, c'est une autre forme de colonisation. Parce qu'on nous a fait croire, madame, que nous étions indépendants. On nous a fait croire qu'en nous octroyant l'indépendance, on était indépendants. Or, madame, l'indépendance ne se donne pas. Il s'acquiert, il s'arrache. Et la France vient de nous démontrer qu'en fait, nous ne sommes pas... En arrêtant Laurent Gbagbo devant les caméras, en bombardant la résidence de Gbagbo, Gbagbo venait de démontrer au monde entier, de montrer qu'en fait, les vrais commanditaires venaient de se dévoiler. Et c'était le gouvernement français, avec Nicolas Sarkozy, qui ne voulait pas de Gbagbo, parce que Gbagbo défendait les intérêts de son peuple. Parce que Gbagbo ne prenait pas ses ordres à l'Élysée. Et ça, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas l'accepter. Et on a assisté à la descente aux enfers de la Côte d'Ivoire. Mais nous nous battons, parce que là où il est, Laurent Gbagbo, nous irons le chercher parce qu'il est une victime. Il est une victime, d'un plan diabolique fait par les Occidentaux qui défendent, si vous voulez, leurs intérêts dans les pays africains. C'est ce que je retiens de Laurent Gbagbo, celui-là qui a décidé, comme Kwame Nkrumah, comme tous ces leaders africains, Lumumba et autres, qui mènent le même combat pour que l'Afrique soit libre. Et aujourd'hui, les Africains sont en train de prendre conscience. Vous voyez aujourd'hui les mouvements qui se passent dans le monde entier, des Africains qui ont pris conscience qu'il faut se lever, il faut changer le cours des choses. Parce que l'Afrique ne peut pas rester dans cette léthargie-là, madame. Et Laurent Gbagbo en est le symbole. Il y a une histoire qui m'a sidéré dans la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'on parle de ces pays et on déporte quelqu'un qui était dans son palais, qui n'a pas demandé à son armée d'attaquer, qui a été attaqué, qui a une armée régulière qui a riposté. On a amené des mercenaires, on a amené l'ONU, les soldats de l'ONU qui ont combattu. Des soldats français, militaires français qui ont combattu pour enlever quelqu'un. Juste à côté, à l'ouest, les hommes de M. Soro Guillaume et Ouattara arrivent dans une ville, d'Uekwe, où se trouvent à 500 mètres des ONG, la Croix-Rouge et autres, où toute une nuit, la ville est encerclée, où se trouvent à 500 mètres des soldats de l'ONU. On encercle une ville, la ville. On fait sortir tous les jeunes, près de 1000, dont on demande les pièces d'identité pour voir de quelle ethnie vous appartenez. Ceux dont l'ethnie ont soutenu Gbagbo, près de 1000, ont été exécutés froidement. Je le dis parce que le rapport de la Croix-Rouge est clair. Madame, pourquoi cette scène-là, où il y a eu 1000 personnes qui ont été exécutées, pourquoi cette scène-là ne fait pas la une du monde entier quand on parle de ces pays? Pourquoi les auteurs de cette scène-là, les auteurs de ces crimes-là,
n'ont pas fait la une des journaux occidentaux. Madame, il s'agit de 1000 personnes, de près de 1000 personnes. La Croix-Rouge a été claire. Que c'est les hommes de Soro-Guillaume qui ont pris la ville. Dans la nuit jusqu'au matin, ils ont fait un rapport. Expliquez-moi, pourquoi ces crimes, près de 1000 jeunes ont été exécutés dans toute une nuit. Les images sont là. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ces pro-Gbagbo qui ont été exécutés là, personne n'en parle? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui est devant la CPI. Expliquez-moi. Que fait Gbagbo à la CPI? Quand on parle de crimes contre l'humanité, madame, alors ça, c'est un crime contre l'humanité. Il y en a au moins 1000 qui ont été exécutés toute une nuit par les hommes de Soro-Guillaume et de M. Ouattara. Mais non. On met un blackout. Ça n'a rien à voir avec la CPI. Non. On veut casser du Gbagbo parce que ces idées expansionnistes peuvent prendre toute l'Afrique. Donc il faut forcément le condamner. Parce que je réfléchis et puis il y a un boulot quelque part qui n'arrive pas à l'accepter. On dit on veut condamner tous ceux qui ont commis des crimes de sang. Et puis il y a un fait, mais un fait d'une violence extrême. 1000 personnes, madame. Ce n'est pas moi qui le dis. Le rapport de la Croix-Rouge est clair. 1000 jeunes pro-Gbagbo, comme la communauté internationale se plaît à le dire. Parce que même les forces de défense et de sécurité ont été mis sur le vocal pro-Gbagbo. C'est-à-dire l'armée de Côte d'Ivoire. On a appelé cette armée qui est restée fidèle à la République pro-Gbagbo. Et on a appelé les rebelles pro-Ouattara. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée. Maintenant, les jeunes de l'Ouest, là, on les a appelés des pro-Gbagbo. On dit c'est des miliciens. Mais comment peut-on permettre de tuer 1000 jeunes? Le crime, c'est d'avoir soutenu Gbagbo. Et donc, personne n'en parle. C'est-à-dire, ça n'a ému personne. Ça n'a ému personne. C'est-à-dire, il n'y a pas ceux qui c'est-à-dire, tout. C'était Gbagbo. C'est-à-dire, là, vous avez dit c'était Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi personne n'en parle? Moi, je pose la question. Moi, je pose la question. Quand on parle de CPI, en fait, c'est de ça qu'on devait parler. 1000. Et on me dit, oui, qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo en est responsable parce qu'il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Mais enfin, madame, quand quelqu'un ne veut pas quitter un pouvoir, ça ne vous donne pas droit, vous, à venir tuer 3000 personnes et à le mettre sur son couvert. Ça vous donne le droit de venir tuer les 3000 personnes et puis dire que c'est parce qu'il n'a pas voulu quitter. Mais enfin, c'est pourquoi je suis meurtri des crimes que les gens ont laissé faire, ont fait croire au monde entier que Gbagbo, en fait, la victime de tout ce système international-là, c'est Gbagbo. C'est pour ça que vous voyez, tous les Africains sont unanimes, sont resserrés. Tous les Africains se rassemblent pour que ce tribunal-là qu'on a créé, qui pour nous ne devait plus exister, parce que pour nous, ce tribunal-là, c'est une forme de tribunal fait pour les Africains. Comme ça se faisait avant, parce qu'avant, les Samori, on les déportait au Gabon, on les déportait dans le truc pour être jugés, pour être emprisonnés, c'est pareil. Pour nous, ce tribunal-là ne doit plus exister. Et ça, tous les Africains, tous les présidents africains devaient en principe ne plus... Parce que, et je rappelle que la Côte d'Ivoire n'est pas signataire de la CPI. Vous comprenez? C'est un tribunal qui a été mis en place pour contrôler tous les présidents africains. À votre avis, pourquoi M. George Bush, qui en fait a détruit l'Irak, pourquoi il n'est jamais poursuivi? Pourquoi? On s'est rendu compte que tout ce qu'il avait dit comme argument pour attaquer l'Irak, c'est faux. Les Irakiens sont morts, des milliers. Ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont récompensés, ils sont nommés, ils sont voilà, dans des trucs en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces criminels-là ne sont pas devant la CPI? Pourquoi? On se pose des questions. Donc, c'était pour moi, je me pose des questions et je pense que M. Laurent Gbagbo n'a pas sa place à la CPI. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un homme de paix, c'est un homme qui a décidé de servir son peuple.
C'est un homme qui a évité le pire à la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un instant, il a demandé à son armée d'arrêter. Arrêtez. Place est à la discussion. Arrêtons. Pendant qu'il a été arrêté, on a continué de tuer, d'emprisonner tous ceux qui étaient avec lui. Enfin, moi je vous parle, je suis en exil simplement parce que je soutenais Laurent Gbagbo. Enfin, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Parce qu'on estime que voilà, j'ai pris position pour Gbagbo, pour ses idées et tout, donc je suis voilà, persona non grata. Aujourd'hui, je suis en exil. Sinon, je ne peux plus rentrer dans mon pays. J'ai quitté le Ghana parce qu'il y a plein comme ça qui sont au Ghana, qui sont traqués par les hommes de M. Ouattara, qu'on tue dans les camps de réfugiés. Et j'étais obligé de venir ici pour un problème de sécurité. Et puis continuer ma carrière musicale parce que je suis artiste musicien. Et ça, c'est mon métier. Est-ce que ça va? Ok. Avant de jouer le deuxième titre, j'aimerais vous annoncer que depuis ce matin, mon équipe et moi avions offert à la résistance. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, moi j'étais il n'y a pas longtemps au congrès des Africains français. L'image de Laurent Gbagbo planait dans la salle. Parce qu'il est devenu le symbole de la résistance en Afrique. Aujourd'hui, quand vous voyez le président Thabo Mbeki parler de Gbagbo, quand vous voyez les présidents africains dans leur salon, ils parlent de Gbagbo. Ils veulent se battre comme Gbagbo, ils veulent, mais il faut un déclic. Et je pense que la sortie de Gbagbo à La Haye sera ce déclic-là, madame. Je voulais marcher sur ça, parce que c'est aussi ça l'originalité de Gbagbo. Madame, Laurent Gbagbo a montré aux yeux du monde que l'Afrique peut se passer d'aide. Parce que nos présidents africains se pensent croient obligés d'être scellés par les banquiers occidentaux en toujours allant tendre la main. Madame, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, toutes les institutions de Bretton Woods sont tous parties. Personne n'en voulait. Je me rappelle une fois au stade de Faux-Boigny, il disait à son peuple, laissez-les partir, ils reviendront. Je me souviens de ces phrases. Laissez-les partir, ils reviendront. Et puis, en 2002, quand la guerre a éclaté, c'est là qu'il a dit ça. Et il a nommé un ministre qui s'appelle Mbongo Babé, prêt à son âme, madame. Il est mort il n'y a pas longtemps. Son ministre des Finances. Ils ont mis une stratégie qu'ils ont appelée le budget sécurisé. Madame, de 2002 jusqu'à ce que la FMI et tous décident de revenir, la Côte d'Ivoire a fonctionné sur fonds propres. C'est-à-dire qu'il a mis toutes les régies, il a mis des structures en place. Et on n'a pas eu besoin d'aide extérieure. Mais le BIP est monté à une vitesse vertigineuse. Et la Côte d'Ivoire a commencé à mieux se sentir, malgré que le pays était divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire, l'armée française a divisé la Côte d'Ivoire en deux, et la partie des rebelles était exploitée par les rebelles,
allant du Burkina au Mali et tout, toute cette partie-là, l'or, le diamant, le café, le cacao et tout. Et Gbagbo gérait les fonctionnaires du nord comme au sud, avec ce qu'on a appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire Abidjan payait les factures et les factures, l'eau de toute la Côte d'Ivoire avec une partie de ce qu'il gagnait. Je ne sais pas si vous voyez l'exploit de gestion qu'avait Gbagbo. Malgré que le pays soit divisé, madame, il continuait de construire, de construire la capitale, Yamoussoukro. Il continuait de construire des hôpitaux. Les gens ne manquaient pas de médicaments. Il continuait d'apporter des soins. Il continuait de s'occuper de son peuple. Il continuait l'université. Enfin, on a vécu mieux dans le budget sécurisé que vous ne pouvez vous imaginer. Il a démontré qu'il n'avait pas besoin d'être un économiste pour être un bon gestionnaire. C'est comme ça que les institutions du Bretton Woods sont revenues. Et il avait même bouclé les trucs de PPTE. C'est de ça qu'aujourd'hui, le nouveau pouvoir, c'est tout le travail de Gbagbo que le nouveau pouvoir est en train de bénéficier aujourd'hui. Au niveau, par exemple, musical, madame, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la piraterie avait atteint un niveau, la piraterie musicale avait atteint un niveau, vous ne pouvez vous imaginer, mais sous Gbagbo, quand il est arrivé, il a demandé à mettre fin à cela en signant une ordonnance qui permettait maintenant à la justice de punir tout coupable d'acte de piraterie. Ça, c'est Gbagbo. Il a signé le décret qu'on appelle le décret des droits, je ne sais pas comment ils appellent ça, des droits voisins et des droits. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, tout support musical, CD, DVD, Internet, tout ce qui pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, il y avait une pension qui devait être faite sur le bureau de droit d'auteur ivoirien pour aider les producteurs, les artistes. Et je crois que dans l'année, ça faisait près de 25 milliards qu'on devait redistribuer dans le monde musical pour permettre à la musique de tourner. Ça, c'est Gbagbo, madame. Et il y a eu beaucoup d'actions comme ça. Vous savez, un peuple, on ne peut pas tromper un peuple, tout un peuple. Si vous voyez la constance des Ivoiriens, depuis le départ de Gbagbo qui se battent pour que Gbagbo soit là, c'est parce que le peuple se reconnaît en lui, dans les actes qu'il a posés pour son pays. Dans les actes qu'il a posés, dans la confiance que le peuple et lui ont. Parce qu'on ne peut pas tromper tout un peuple. Vous savez, depuis son départ, ça fait 1 an que les Africains dans le monde entier manifestent parce qu'ils savent les actes qu'il a posés. Ils savent quelle est l'image, quelle est la politique que Gbagbo était en train de mener. Moi, je me rappelle, il me disait une fois que je refuse de rentrer dans ce club-là parce que je suis venu servir mon peuple. Ce club-là dont il parlait, vous savez ce que c'est? La France-Afrique. C'est le club où, quand tu es dedans, chaque mois, il faut déposer des valises, ou bien il faut attendre. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui m'a sidéré. M. Ouattara prend le pouvoir. Vous regardez, parmi ses conseillers, il y a 8 Français. 8 Français conseillers dans les domaines différents dont ils sont les responsables. En fait, si vous voulez, c'est des super ministres qui ne disent pas leur nom. Il y a un ministre des Finances qui gère toutes les finances de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la recolonisation de la Côte d'Ivoire que je suis en train de voir dans mon pays? Où il y a 8 Français dans le domaine des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine, il y a chaque secteur, il y a 8 conseillers. Dans le domaine de la défense, il y a un général français qui s'occupe. Enfin, madame, si mon pays est une colonie française, comme ils le disent, et c'est ça qui est dommage, c'est pourquoi nous nous battons toujours pour notre indépendance, pour notre liberté, et pour nous, Laurent Gbagbo est l'incarnation de cette liberté-là. Et ça, personne ne peut l'enlever de la tête. C'est irréversible. C'est irréversible.
Comment vous pouvez comprendre qu'un pays qui aspire au savoir, on peut fermer les universités? Comment vous pouvez comprendre qu'un pays, dans un contexte de litige électoral, de contentieux électoral, on peut interdire les médicaments? On peut interdire que des médicaments arrivent en Côte d'Ivoire pour soigner les malades et il y a eu des morts. Madame, quand j'en parle, j'ai mal. Comment on peut le faire? Je ne sais pas si le peuple français le sait, je ne sais pas si les gens le savent. Mais on a empêché pendant près d'un mois des médicaments d'arriver en Côte d'Ivoire. Et l'Union européenne l'a accepté. Les Occidentaux ont accepté qu'on n'amène pas des médicaments. M. Ouattara dit n'amène pas de médicaments. On n'a pas amené des médicaments. Des gens qui avaient des dialyses dans les trucs, ils sont morts, madame. Et personne n'en parle. Personne. OK. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a démarré dans un parti unique. Un parti unique où c'était la pensée unique, où c'était Oufoué. Je me souviens, j'étais encore étudiant dans les années 87-88 quand le livre qui se vendait sous poche parce que c'était interdit de vente en Côte d'Ivoire. OK, et puis bon, voilà quoi, on a vu des sons discordants qui disaient que on pouvait penser autrement, on pouvait parler autrement, on pouvait qu'il y avait seulement une seule classe, un club d'amis, de familles qui s'enrichissaient sur le dos des autres. Et que pour évoluer dans la société, il fallait tenir compte de tout l'ensemble du peuple. Que tout le monde pouvait devenir un jour. Parce que dans le temps, en Côte d'Ivoire, vous savez, c'était la propension des familles. Quand tu es parent à tel ministre, quand tu es parent à tel député, quand tu es parent à Oufoué, quand tu es parent, tu es sûr d'évoluer dans la société. Parce que le cousin de celui-ci peut être nommé directeur dans nos sociétés. Donc, c'était vraiment, il fallait appartenir au club. OK? Pour pouvoir, et Gbagbo est venu avec d'autres idées. Gbagbo est venu pour qu'il y ait d'autres sons discordants, pour qu'il y ait une opposition. Voilà, c'est le mot qu'il fallait trouver. Une opposition à celle. Donc, permettre à d'autres sons de pouvoir parler. C'est ainsi que, avec la gente estudiantine, il y a eu cette poussée-là, parce que je me souviens, j'étais encore étudiant, quand un jour, il y a eu coupure de courant dans les cités universitaires. C'était ce clic-là qui a déclenché le multipartisme en Côte d'Ivoire parce que les étudiants s'étaient énervés parce que c'était vers la fin de l'année et ils n'arrivaient pas à étudier parce que le délestage était fréquent et les examens arrivaient et à tout moment c'était la coupure de courant et c'était la coupure de trop qui a amené les élèves, les étudiants, les collégiens, enfin tout ce système-là à descendre dans la rue et à demander le départ d'Oufoué. C'était du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'était du jamais vu et à aller même traiter Oufoué de voleur et tout. C'est-à-dire tout ce que le peuple a pensé tout bas ce jour-là, le peuple s'est exprimé en demandant le départ d'Oufoué. Ce qui a précipité l'arrivée parce que Oufoué, qui avait senti qu'il y avait quelque chose qui se préparait, est passé à la télévision pour dire qu'il acceptait qu'il y ait d'autres sons à côté du PDCI. C'était comme ça que dans les années 90, il faut accepter enfin qu'il y ait d'autres partis parce qu'il a dit que c'était prévu par la Constitution. C'est comme ça l'avènement du FPI et l'avènement des autres partis qui sont venus sur la rente politique ivoirienne dans les années 90 avec Laurent Gbagbo. Oui, vous savez, on était dans un système où on ne parlait que du PDCI, qui était le parti majeur et tout. Et vous savez, tout ce qui est clandestin, est primé par ceux qui se sentent opprimés. Vous comprenez? Et le FPI et Gbagbo étaient le symbole de toute une jeunesse qui aspirait au changement. Vous comprenez? Qui venait dire qu'il y avait une autre manière de vivre. Il y avait une autre manière de voir la vie par rapport à ce qu'on nous proposait. Donc, vous savez qu'en tant qu'étudiant,
je me souviens, c'était les années du multipartisme, vous comprenez, et il y avait ce jeune à côté au Burkina, Thomas Sankara, qui était aussi venu avec d'autres idées. Donc, pour nous étudiants, c'était des symboles. Laurent Gbagbo, Thomas Sankara, vous comprenez. Thomas Sankara avait déjà pris le pouvoir et avait commencé à révolutionner, à envoyer des idées révolutionnaires qui amenaient la jeunesse africaine à y croire. Et les écrits de Gbagbo nous accompagnaient à aimer l'homme par rapport à ce qu'il proposait au plan changement, au plan épanouissement du peuple de Côte d'Ivoire. C'était pour nous un symbole, Laurent Gbagbo. C'était pour nous un symbole. Et donc, quand on est arrivé dans les années 90, le multipartisme étant fait, ça a été maintenant un combat d'accepter ce parti qui osait défier au fouet. Il y a eu ce combat pour la conquête du pouvoir et est arrivé les années 2000, où avec les élections tumultueuses, difficiles qui sont passées, entre Gueye qui voulait pas, le général Gueye qui ne voulait pas lâcher le pouvoir et qui a amené, et c'est là aussi qu'on a vu la force de Gbagbo, parce qu'il y a eu des élections en 2000. Et le général Gueye n'a pas voulu, après qu'on soit en train de dépouiller et qui a su qu'en fait il était en train de perdre le pouvoir, a décidé de confisquer le pouvoir en tentant de mettre aux arrêts le président de la CEI. Et Gbagbo, sentant cela, a lancé un appel. C'était fort parce que c'était des militaires qui avaient le pouvoir. Gueye était un militaire. Donc après le coup d'État de 99, c'était Gueye qui était au pouvoir. Et Gbagbo, sentant son pouvoir en train d'être confisqué par les militaires, a demandé à son peuple d'aller chercher son pouvoir. Mais madame, il fallait vivre ça. Des militaires pointent avec des armes. Et vous voyez un peuple déterminé à aller chercher ce pouvoir-là pour le remettre à son idole. C'était fort. Malgré les chars, malgré les tirs, parce qu'il y a eu des tirs sur le pont, il y a eu des morts, des gens qui venaient de Yopougon, des gens qui venaient d'Adjamé, des gens qui venaient de Port-Boué, des gens qui venaient du plateau, des gens qui venaient... Et les militaires ont tiré. Mais malgré qu'il y ait des gens qui tombaient, le peuple avançait. Et les militaires étaient obligés de se résigner. Et c'est comme ça que dans les années 2000, Gbagbo, ayant demandé à ce que les votes, comme ça, les dépouillements se fassent, a fait continuer les dépouillements et il y a eu proclamation de l'État et Gbagbo a été déclaré vainqueur de ces élections et il a pris le pouvoir en 2000. Malheureusement, à partir de 2000, il y a eu tellement de tentatives de coup d'État. Il y a eu ce qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire. Il y a eu la prise de la RTI en janvier 2000. Okay? Et Gbagbo, sentant la division, puisque après qu'il ait pris le pouvoir, ceux qui étaient prédestinés, parce que je vous rappelle que dans tous les pays africains sous le joug de la France, il y a des gens que la France choisit pour être. Vous comprenez? Mais dans ce Méli-Mouélé-là, celui qui n'avait pas été prévu, parce que les dauphins du fouet se battaient. Vous comprenez? Les dauphins du fouet, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié étaient en train de se battre pour prendre le pouvoir. Donc est arrivé celui que la France n'a pas prévu. C'est-à-dire que celui que le peuple a choisi. Parce que je rappelle que pour la première fois au monde, en Afrique subsaharienne en 2000, il y a un président africain qui a été élu par son peuple sans l'accord de l'Élysée. C'était la première fois. Et c'est comme ça que Gbagbo est venu au pouvoir, sans qu'il y ait eu l'intervention de l'Élysée. Et ça ne peut pas plaire à l'Élysée. Ça ne peut pas plaire aux dauphins qui, eux, pensaient être prédestinés à prendre ce fauteuil. C'est comme ça que vous avez assisté à des tentatives de coup d'État. Et Gbagbo, sentant cela, a fait revenir ses adversaires politiques. Je rappelle qu'après le coup d'État de 1999,
M. Henri Konan Bédié était en exil en France. M. Alassane Dama Ouattara était en exil en France. M. Guy Robert, celui qui a fait le coup d'État, ancien chef d'État aussi, était retiré dans son village à Gouessesso, Aman. Et Gbagbo, quand a pris le pouvoir, il les a fait, parce que la constitution ivoirienne refuse que les Ivoiriens soient en exil. C'est écrit dans la constitution ivoirienne. Et Gbagbo, pour appliquer cette constitution, a fait revenir M. Henri Konan Bédié. Il a fait revenir M. Alassane Dama Ouattara et il a demandé à Gueye de revenir sur Abidjan afin qu'ensemble, ils puissent, à travers un forum national de discussion, trouver un juste milieu qui permettrait à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. Madame, c'est comme ça que en août 2002, je ne sais pas si c'est août, je ne sais pas si la date exacte, il y a eu un forum national organisé en Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale. Et tout le monde est venu parler. M. Bédié, M. Ouattara, tout le monde est venu parler. Et au sorti de cela, il y a eu la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que la sincérité de Gbagbo était encore de mise. Il a formé ce gouvernement d'union nationale en demandant aux différents partis politiques d'amener des ministres. Donc on était bien parti pour. Mais entre-temps, ce que Gbagbo n'avait pas prévu, c'est que ceux qui sont venus pour cette réconciliation, étaient-ils sincères? Non. On a constaté que 3 mois après, c'est-à-dire le 11 septembre, il y a eu une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion après que Gbagbo ait demandé à la France d'activer les accords de défense que la France a refusés. Vous comprenez? Et c'est comme ça que la rébellion est née en Côte d'Ivoire en 2002. Mais malgré cela, Gbagbo était toujours prêt à la discussion parce que ce qui l'importait pour lui le plus, c'était la Côte d'Ivoire. C'était d'éviter d'aller dans une guerre parce qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas quand se termine une guerre. Et ce qui amenait Gbagbo à toujours accepter de même s'humilier. Parce que la phrase, je me rappelle que la phrase qu'il a l'habitude de répéter et qui était son leitmotiv, c'était « asseyons-nous et discutons ». Ça, c'est la phrase que Gbagbo a prononcée pendant 30 ans de carrière. « Asseyons-nous et discutons ». Et c'est comme ça que quand les rebelles ont attaqué, il a signé les premiers accords avec la CEDEAO pour demander à discuter avec les rebelles. Ces accords que vous connaissez, Accra 2, Accra 3, les accords qui ont amené les gens à Makoussi. Mais madame, à Makoussi, il était visiblement perspective de savoir qu'en fait, le problème, ce n'était pas le pouvoir ou quoi, le problème c'était Gbagbo. Parce qu'à Makoussi, on a véritablement voulu dépouiller Gbagbo de tous ses pouvoirs afin de le mettre au teignoir. Vous comprenez? Mais madame, si ce n'est pas un homme de paix, il ne pouvait pas accepter ces accords de Makoussi. Mais il a dit au nom de la paix, essayons ce médicament-là, même s'il est amer. Il a demandé à son peuple parce qu'en Côte d'Ivoire, personne n'en voulait. Vous avez vu les mouvements qui sont passés avec les jeunes patriotes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on puisse dépouiller leur président de tous ses attributs et donner le ministère de la Défense aux rebelles. Puisque à Makoussi, on a placé sous la même table et sur les mêmes pieds d'égalité des gens qui ont pris les armes contre un pouvoir légalement élu. On n'a pas tenu compte qu'il y avait une différence. Et on a dépouillé la Côte d'Ivoire, on a dépouillé Gbagbo de tous ses attributs. Gbagbo a dit, ok, si ça peut amener la paix dans mon pays, on va l'appliquer. Mais sur le terrain, on a vu ce que ça donnait. Tous ceux qui sont venus dépouiller Gbagbo de ses pouvoirs, Charles Konan Banny, d'abord c'était monsieur, j'oublie son nom déjà, monsieur Seydou Diarra, qui avait été nommé Premier ministre.
qui était chargé de dépouiller Gbagbo. Sur le terrain, il n'a pas pu. Il a échoué, il est parti. Kona Bani est venu pour faire cette même mission. Il n'a pas pu, il est parti. Et Gbagbo a décidé de prendre les choses en main, madame. Il a dit, bon, comme les Blancs ont essayé, n'ont pas pu, on va s'asseoir, je vais discuter directement avec les rebelles. En allant voir avec Blaise Compaoré ce qu'ils ont appelé les accords de Ouaga. Parce que quand ils ont amené les accords de Makoussi, personne n'en voulait en Côte d'Ivoire. Les millions d'Ivoiriens sont descendus dans la rue. Et je me souviens que la personne qui a pu dire à son peuple, laissez, c'est un médicament amer, mais laissez, nous allons l'appliquer. C'est Laurent Gbagbo, depuis la France, depuis l'ambassade de France, de Côte d'Ivoire en France, il a lancé un appel à son peuple. Et vous avez vu le lendemain, tous les Ivoiriens sont rentrés chez eux. Ils ont nettoyé les rues pour dire qu'il était en phase avec son peuple. Je me souviens encore, madame, comme si c'était hier, puisque c'était la France qui avait nommé M. Seydou Diarra comme Premier ministre, je me souviens encore que les Ivoiriens n'en voulaient pas. Je me souviens encore que des milliers d'Ivoiriens sont allés l'attendre à l'aéroport. On dit l'avion n'atterrit pas à Abidjan. M. Seydou Diarra était obligé que l'avion était obligé de se détourner sur le Sénégal. Il est resté là-bas pendant une semaine. C'est encore Gbagbo qui a demandé à son peuple de le laisser rentrer pour qu'ensemble, ils puissent mener à bien les accords de Makoussi, madame. Pour démontrer la symbiose qu'il y avait entre lui et son peuple. Et c'est comme ça que les accords de Ouaga sont arrivés. C'est comme ça que Gbagbo, sachant l'implication réelle de Blaise Compaoré dans la crise ivoirienne, a approché son frère. Gbagbo savait que la base arrière de la rébellion, c'était Ouagadougou. Gbagbo savait que la base arrière de la rébellion, c'était aussi Bamako. Mais malgré cela, il a approché Blaise Compaoré pour lui demander de mener à bien ces accords-là afin que la Côte d'Ivoire retrouve son unité. Démontrant encore son optimisme béat pour la paix, madame. C'est-à-dire, malgré tout, il a voulu réellement aller à la paix. En s'approchant de celui qui voulait le détruire. Pour lui demander, frère, agençons nos forces, mais permets à la Côte d'Ivoire de retrouver. Et Blaise a donné son accord. C'est comme ça qu'il y a eu les accords de Ouaga, les désirata des rebelles. Quand vous prenez les accords de Ouaga, madame, du début jusqu'à la fin, le rappel, le rappel des soldes, okay? La mise en confiance des rebelles, la nomination du chef rebelle comme Premier ministre, que chose encore, combien de milliers d'articles, madame, il y avait une seule chose seulement qu'on demandait aux rebelles, le désarmement. Le désarmement. Mais quand vous prenez les accords de Ouaga, du début jusqu'à la fin, madame, Gbagbo a appliqué, a respecté tous les accords qu'il a signés. Tous les accords qu'il a signés avec les rebelles. OK? Et M. Soro Guillaume, qui a été nommé Premier ministre, les chefs rebelles ont été tous nommés. On a rappelé le solde de 2000, parce que c'était des anciens soldats qui sont partis en désertion. Vous comprenez? On a rajusté leur grade avec ceux qui sont restés fidèles aux forces de défense et de sécurité. Donc en fait, on était parti pour que tout aille bien. Au moment où on allait aux élections, on ne parlait plus de désarmement, madame, parce que la pression extérieure avec la France, avec tout, était que il fallait parler maintenant d'encasernement. C'est-à-dire on n'est plus au désarmement, mais d'encasernement afin que le nouveau président qui sera élu puisse rassembler les deux armées. Vous comprenez? Et est-ce que Gbagbo a bien fait d'avoir accepté cela? Est-ce qu'il avait le choix? L'histoire nous le dira.
Mais toujours pour aller à la paix, il a accepté. Puisque la Côte d'Ivoire n'étant plus virtuellement divisée, puisque la zone tampon où se trouvaient les forces françaises et l'ONU ont été démantelées, donc il y avait maintenant la possibilité, un semblant de possibilité d'aller au nord comme au sud. Vous comprenez? On a fait avec l'ONU et tout, faire croire que tout allait pour le mieux. Donc il fallait aller aux élections et Gbagbo a accepté. En allant aux élections, j'ai encore ces questions que je me pose, madame. On était tous confiants que tout était bien pour que... Il y a une campagne qui s'est faite. Une campagne qui s'est faite dans la joie. Vous comprenez? Et Gbagbo, étant confiant et sûr que son peuple était derrière, il n'y avait pas de problème que ces élections-là, ils puissent les rater. Vous comprenez? Et puis, il y a eu un premier tour. Il y a eu un premier tour où apparemment tout s'est bien passé. Je rappelle à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous voir, que la Côte d'Ivoire a la copie conforme de la législation, copie conforme avec la France. Notre loi fondamentale, madame, dit qu'en Côte d'Ivoire, la proclamation des résultats provisoires se fait par la commission électorale indépendante. Parce qu'on a tenté d'embobiner tout le monde dans un imbroglio où on retient simplement que Laurent Gbagbo a perdu les élections et qu'il a refusé de partir. Mais je pense qu'avec le temps, comme Laurent Gbagbo le dit lui-même, que le temps, c'est le second nom de Dieu. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, notre loi fondamentale dit que les élections, la proclamation des résultats se fait par la commission électorale indépendante, des résultats provisoires. Les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous prenez la France, vous prenez tous les pays européens, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ce qui est prévu par la loi fondamentale ivoirienne est refusé au second tour. Vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste, pour que les gens comprennent la crise, pour que les gens comprennent que Laurent Gbagbo n'a jamais voulu confisquer le pouvoir. Il a dit lui-même. Il a dit lui-même. Puisqu'il était convaincu qu'il avait gagné les élections. Et en plus, le Conseil constitutionnel est venu le conforter dans sa position d'avoir gagné les élections. Simplement parce que, au premier tour, M. Laurent Gbagbo avait gagné. Était le premier, M. Ouattara deuxième, M. Bédié troisième. Et le Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs au premier tour et a confirmé que M. Gbagbo était premier avec 28, M. Ouattara deuxième et M. Bédié troisième. Mais quand on est parti au second tour, madame, parce que je rappelle que la commission électorale indépendante, je rappelle qu'elle est composée de tous les partis politiques. Donc, pour proclamer des résultats, il faut que tous les partis là s'accordent. Quand ils sont d'accord, on va proclamer les résultats qui arrivent par groupe dans les différentes régions. Il faut que tous les partis s'accordent pour dire qu'ils sont d'accord avec ça avant d'aller les proclamer. Donc, comme il y avait des discussions sur certains résultats, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'au nord, bizarrement au nord, les rebelles qui devaient être encasernés, ce jour-là, sont tous sortis avec leurs armes. Et il s'est trouvé qu'au nord, personne n'a pu voter, sauf M. Ouattara. Personne n'a pu voter. C'est-à-dire que vous avez dans les bureaux de vote, mais madame, si au premier tour, Gbagbo a eu au moins une voix ou deux au nord, si au premier tour, il a eu au moins 2 voix, on suppose qu'au deuxième tour, il aura au moins 2 voix, à la limite 1 voix. Comment vous pouvez expliquer que sur 8 régions au nord, sur 8 combien de centres au nord, M. Gbagbo n'a pas eu une seule voix. C'est-à-dire même son représentant, c'est-à-dire celui qui représente Gbagbo dans des bureaux de vote, n'a pas voté Gbagbo. Comment vous pouvez expliquer ça? Simplement parce que on a mis les rebelles on les appelait les fausses nouvelles,
qui étaient dans la plupart des bureaux de vote. Tous les représentants de Gbagbo ont été chassés. Les images sont là pour le prouver. Il y en a qui ont été battus à sang. Il y a eu même des morts. Dans les bureaux de vote, ils ont bourré les urnes. Vous avez des bureaux de vote où, madame, il y a 200 votants. Les surfaces exprimées, 500 000, 500 personnes. Comment vous pouvez expliquer ça? Sur 200 votants, il y a 500 personnes qui s'expriment. Tellement les gens voulaient faire les choses à la va-vite, ils ont exagéré et les bulletins de vote sont là pour démontrer qu'il n'y a pas eu de vote au nord dans certaines circonscriptions électorales. Donc, à minuit, le conseil, la commission électorale ayant perdu ses attributs à partir de minuit, transmet le dossier au conseil constitutionnel. Mais il y a eu un coup de théâtre qui trouble mon entendement. Parce qu'une personne en possession de toutes ses facultés, madame, ne peut pas accepter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, Serge, je veux qu'on me démontre, c'est-à-dire les supporters de M. Ouattara ou ceux qui ont voté viennent me dire qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Si on me dit c'est M. Ouattara, qu'on m'explique, parce que jusqu'à maintenant, on ne m'a pas encore expliqué comment M. Ouattara a gagné les élections, parce qu'on dit qu'il a gagné. Point barre. Et celui qui dit qu'il a gagné s'appelle Nicolas Sarkozy. Mais madame, le jour de la proclamation définitive des résultats, j'ai vu chez moi, nous sommes assis chez nous, on attend les résultats. Et nous voyons le président de la commission électorale, accompagné des ambassadeurs de France, des États-Unis, aller au quartier général de M. Ouattara, qui est l'autre candidat, puisque au second tour, il y a eu 2 candidats, qui est le QG d'un autre candidat, pour aller s'asseoir devant une chaîne française et pour annoncer, parce qu'il n'a pas annoncé aux Ivoiriens, il a annoncé au peuple français que c'est M. Ouattara qui a gagné. Pourtant, il n'avait plus de légitimité pour parler au nom de la commission. Et M. Sarkozy se prend de ça pour dire que c'est son ami, M. Ouattara, qui a gagné. Enfin. Et toutes les chaînes françaises, toutes les chaînes dans le monde entier, à partir des États-Unis, tout le monde communique, alors que les Ivoiriens, eux, ils attendent que leur télévision, le Conseil constitutionnel leur annonce les résultats définitifs. Puisqu'il y a eu des plaintes qui se sont posées. Et le Conseil a travaillé tranquillement. Et le Conseil est venu donner les résultats définitifs déclarant M. Gbagbo vainqueur avec près de 51% des voix. Madame, moi, j'ai appris à l'école que le Conseil constitutionnel ne se dédie pas. Les résultats du Conseil constitutionnel sont irrévocables. C'est écrit dans la Constitution de mon pays. Et je demande à tous ceux qui ne sont pas de mon pays de respecter la loi fondamentale de mon pays. Et m'appuyant sur ça, personne ne peut m'enlever de la tête que c'est M. Ouattara qui a gagné. Vous comprenez? Et c'est comme ça que la communauté internationale dit c'est Ouattara qui a gagné et le peuple de Côte d'Ivoire dit c'est Gbagbo qui a gagné. À votre avis, qui on peut retenir? Est-ce que c'est la communauté internationale qui élit un président dans un pays? Comme ils le disent. Et comme il y avait eu un contentieux électoral entre 2 candidats, la raison, le bon sens, madame, aurait voulu qu'on tente de régler ce contentieux électoral pour savoir qui a gagné. Il y a un candidat qui dit, madame, je demande, si effectivement ce n'est pas moi qui ai gagné, je demande un recomptage des voix. Si j'ai perdu, je m'en vais. Il y a un candidat qui dit, si l'autre ne quitte pas le pouvoir, je prends les armes pour le faire partie de force. Voici les 2 langages. Je laisse maintenant tout un chacun de réfléchir sur celui qui voulait la paix et celui qui voulait la guerre.
Oh, je pense que les mouvements ici, ils ont fait, en fait, ils ont fait un travail, ils font un travail formidable. Parce que nous, sur le terrain, nous avons résisté. On a essayé d'apporter, de mobiliser. Vous comprenez? Puis bon, cette brutalité, cette guerre qui est arrivée, parce que je rappelle qu'on a tout perdu chez nous. Moi, ma maison a été détruite, on a tout perdu. Vous comprenez? Et la résistance, la diaspora a pris la relève. Et elle fait un travail colossal que vous ne pouvez vous imaginer. Les gens avaient pensé que c'était en 2 ou 3 mois et tout était fini. Non. Depuis 1 an, les gens dans tous les pays, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada, tous les Africains qui ont pris conscience que Laurent Gbagbo est un symbole se battent dans les rues, se battent devant les institutions internationales pour que Gbagbo soit libéré, pour que la vérité soit établie, pour que la Côte d'Ivoire retrouve, pour que le monde entier sache ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Et pour moi, je profite de ce temps-là pour leur tirer mon chapeau. Parce qu'ils font un travail colossal. C'est-à-dire pour leur pays, pour leur continent, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Comme l'a dit Babou, nous irons jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes dans la guerre? Ils sont partis dans le village de Blécoudé. Ils ont tiré sur toute âme qui vit. Ils sont partis dans le village de Didier Drogba. Ils ont tué toute âme qui vivait. La seule lien commun, c'est qu'ils viennent de l'ouest du pays. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour de ces élections, ils ont tué dans mon pays. Égorgé, chassé, tué tous ceux qui suivaient Gbagbo. Et puis c'est vous, c'est vous, c'est vous, les assassins, c'est vous. J'ai cru, moi, que c'était Gbagbo, c'était le pouvoir qu'on voulait. On allait au Gbagbo. Et puis, qu'on tende la main pour repartir à zéro. Quand Gbagbo était encore à Korogo et que nous étions en exil au Ghana, je pensais que M. Ouattara allait avoir cette hauteur d'esprit. Comme Gbagbo l'a fait quand il a pris le pouvoir en 2000, les élections. Madame, il a appelé M. Ouattara. Il a même permis à M. Ouattara, dont la nationalité est contestée par les lois ivoiriennes, il a signé un décret, il a signé une ordonnance qui lui permettait de se présenter au nom de la paix. Vous voyez jusqu'où M. Gbagbo est parti? Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où un monsieur, on dit qu'il est burkinabé. La loi ne le permet pas de se présenter. Mais au nom de la paix en Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, qui était le médiateur, demanda à M. Gbagbo, est-ce qu'il pouvait le faire? Il a dit oui, pour que mon pays retrouve la paix. Il n'y a aucun problème. Il a signé une ordonnance pour permettre à M. Ouattara de se présenter aux élections, madame. Quelqu'un comme ça, qui a permis à M. Bédié, à M. Ouattara, ancien Premier ministre, de toucher un salaire chaque fin du mois. Il a construit une résidence pour M. Bédié en tant qu'ancien chef d'État. Il a voté une loi qui leur permet chaque fin du mois de toucher un salaire et d'être traités comme des anciens chefs d'État et comme un Premier ministre. C'est-à-dire qu'il les a mis dans des conditions qui leur permettent le reste de leur vie de vivre décemment, madame. Ça, c'est Gbagbo. Mais les autres ne l'ont pas vu comme ça. Ils ont eu le courage et l'autre puissance
de le prendre pour venir le déposer chez les Blancs. Ça, nous les Africains, on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, on remarque que après la prise de pouvoir, après avoir pris Gbagbo, c'est là qu'il y a eu beaucoup plus de morts en Côte d'Ivoire. On a procédé à une épuration de tous ceux qui ont côtoyé Gbagbo. Il y a eu plus de morts après la prise du pouvoir qu'avant la prise du pouvoir. Il fallait casser du Gbagbo, tuer du Gbagbo, il fallait emprisonner du Gbagbo, il fallait, et ils ont continué. Moi, j'ai pensé qu'après cela, après avoir pris le pouvoir en principe, on essaie maintenant de s'asseoir pour voir comment recueillir tout ce qui a été, la fracture qui a été cassée, comme Gbagbo l'a fait, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. C'est en cela que j'ai peur. Mais madame, est-ce que vous pensez un seul instant, parce qu'aujourd'hui au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les informations qui nous viennent, qui nous parviennent tous les jours, que toutes les terres sont en train d'être arrachées toutes les terres de nos parents sont en train d'être arrachées, où tous les jours il y a des bavures. On dit aujourd'hui qu'il n'y a pas moins de 25 morts par mois en Côte d'Ivoire. L'insécurité est tellement grandissante. Ok? Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, il n'y a aucune opposition, l'opposition ne peut pas manifester. On arrête tous les jours les gens, la DST fait ce qu'elle veut, elle emprisonne qui elle veut, elle fait. Mais enfin, est-ce que vous pensez que les 62 autres ethnies, ils vont rester comme ça à les regarder? Un jour, ça risque de péter. Et j'ai peur. C'est en cela que je lance un appel pour que cela soit évité. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Madame, c'est pour ça que je vous dis que j'ai peur de ce qui va arriver, parce que les populations du Nord aujourd'hui sont victimes. Il y en a peut-être qui ont suivi M. Ouattara dans ses avoués, mais qui ne sont pas d'accord avec ce que M. Ouattara est en train de faire. Vous comprenez? C'est en cela que je dis j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut arriver un jour. Parce que, comment vous pouvez vous imaginer, madame, que des sociétés entières, je prends un exemple, une société de transport, où M. Ouattara vient en France pour dire qu'on lui dit, mais on remarque que c'est les gens de votre ethnie simplement qui sont nommés dans tous les postes, les points de responsabilité. Et il dit qu'au temps de Gbagbo, les hommes du Nord ont été délaissés. Donc lui, il est venu faire ce rattrapage ethnique-là. Je réfléchis et puis je dis, il a ses raisons. Mais quand quelqu'un parle de rattrapage, madame, le rattrapage, c'est de remettre tout le monde au même niveau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on dit Laurent Gbagbo a laissé les gens du Nord. Quand moi je viens, j'essaie de replacer les gens du Nord avec les autres. Comme ça, au moins, on est tous pour l'unité et on est tous au même niveau. Non. On renvoie tous ceux qui ne sont pas du même groupe ethnique ou de la même région que M. Ouattara et Soro Guillaume. À la Sotra, au port, on a envoyé des milliers d'Ivoiriens simplement parce qu'ils ne sont pas du Nord. Et on embauche tous ceux qui ont des acquaintances avec le Nord. Vous regardez au sommet de l'État, vous regardez même l'Assemblée nationale, madame. Si vous prenez les 251, je sais pas, 231 députés ou quoi, je ne sais pas le nom exact, vous avez les 3 quarts des députés qui sont du nord de la Côte d'Ivoire. Vous prenez toutes les institutions. Sur 10, il y en a 8 qui sont du nord de la Côte d'Ivoire. Vous prenez tous les directeurs de sociétés en Côte d'Ivoire. Sur 10, il y en a au moins 8 qui sont de la Côte d'Ivoire, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres, ou les 3 autres, viennent de ceux qui les ont aidés
du RADP, c'est-à-dire que le gars est Pétain Baoulé, ou qu'on a mis au pouvoir. Enfin, si ce que vous enlevez, tous les cadres des autres régions, des autres ethnies que vous avez enlevés, qui sont à l'extérieur, madame, si un jour ça pète, vous imaginez ces pauvres innocents, des gens qui certainement n'ont rien à voir, des gens qui certainement souffrent eux aussi, ils sont du Nord ou quoi, mais qui souffrent eux aussi des dérives des actuels responsables du pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous imaginez un peu ce qui va se passer? Moi, j'ai peur. C'est ça que je lance un appel pour que cela soit évité. Et je pense que Laurent Gbagbo a son mot à dire dans ce qui peut arriver. C'est en cela que nous tous nous sommes obligés de prier pour qu'il sorte de là-bas, pour venir mettre, pour venir éviter ce qui peut se passer un jour dans mon pays. Et ça, on peut l'éviter. Et je souhaite que les actuelles autorités en Côte d'Ivoire prennent conscience qu'ils sont allés trop loin. Et que cette paix, cette réconciliation, il faut qu'elle soit vraie. En ramenant des gens à Gbagbo, en libérant tous les prisonniers politiques là, et en voulant vraiment qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On peut l'éviter. Et il est encore temps de l'éviter. Parce que quand je lis les schémas, quand je vois, moi j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Et mon pays n'en a pas besoin. Donc je lance même un appel aux Occidentaux, à cette fameuse communauté internationale il n'y a même pas des jours encore, j'ai entendu M. Nicolas Sarkozy dire qu'il a ramené la démocratie en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va se ressaisir parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire n'est pas reluisant. Il faut qu'il s'arrête ce qui est en train de se passer pour que la paix véritable revienne en Côte d'Ivoire. On ne demande que ça. Pour que le pays retrouve son lustre d'antan, son lustre de leader de l'Afrique de l'Ouest, pour que tous ces pays qui sont aux alentours puissent en profiter. Parce que ce qui se passe là n'est pas de bonne augure. Et il faut mettre fin à cela. Il faut que les autorités arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils arrêtent de mettre en danger les populations du Nord, de mettre en affrontement les populations du Nord contre les autres communautés. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Il faut que M. Ouattara s'en rende compte. Il faut que les FRC ou bien tous ceux qui sont... Il faut qu'ils s'en rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont trop loin. Trop loin. Il faut qu'ils arrêtent pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son unité. C'est ce qui a je ne sais pas comment appeler ça, c'est ce qui a caractérisé Oufoué, dont M. Ouattara se réclame. C'est ce qui a caractérisé Laurent Gbagbo. L'unité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'ils se ressaisissent pour aller à la vraie paix qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que continuer de brimer les autres communautés ivoiriennes qui sont là, les écarter de la scène politique, les humilier tous les jours, ça ne peut pas durer. Chaque chose en son temps. J'espère qu'ils seront lits dans les lignes pour éviter la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé pendant la crise. Et ça, on n'en veut pas. Mais je remarquais qu'aussi il y avait un engouement. Je remarquais qu'il était très présent dans le cinéma. Il a révolutionné le cinéma en créant un forum, en voulant mettre un forum en place avec tous les grands leaders du cinéma en Côte d'Ivoire afin de mettre un fonds qui permettrait de financer des films ivoiriens. Je crois qu'il est en train de faire ça avec Nwambala, qui est un des premiers prix du FESPACO, avec Mme Annie Kelly et avec monsieur Henri Duparc, paix à son âme, qui est décédé.
Ils étaient en train de mettre tout ça en place au niveau du cinéma. Au niveau du théâtre aussi, avec Sigiri Bakaba qui gérait le palais de la culture et qui, chaque jour, même au niveau de la télé, de la radio, le théâtre est en train de reprendre de ses cendres avec les Vincent Tikwayi et tout. Donc, on essaie. En tout cas, c'est comme c'était un homme de culture. Je rappelle que c'est un musicien, Laurent Gbagbo, qui joue à la guitare, qui joue au clavier. Donc, c'est un homme de culture qui voulait révolutionner, si vous voulez, la culture ivoirienne à travers le cinéma, la musique, le théâtre. Je sais qu'il est en train de faire un travail et les artistes se reconnaissent en lui. La preuve en est que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 95% des artistes sont dehors. La plupart sont en exil. Vous comprenez, c'est quel pays où même les artistes sont traqués pour avoir soutenu Gbagbo. 95% des artistes sont dehors. La plupart des artistes Zougoulou que vous connaissez, qui ont fait, sont tous dehors. Vous comprenez, pour montrer que même les hommes de culture étaient avec Gbagbo. Parce qu'ils se reconnaissaient en lui par le travail qu'il était en train de faire. Voilà.